La vidéo d'aujourd'hui pourrait s'intituler Le tueur fédéral sympathique. On pourrait aussi dire un psychopathe gentil, consciencieux, tendre, charmant et spirituel. De nouveaux détails sur l'attentat sont désormais connus. Hier soir, des coups de feu ont retenti à quelques dizaines de mètres du président des États-Unis d'Amérique. Un homme armé d'un fusil à pompe, de pistolets et de plusieurs couteaux s'est précipité sur la sécurité. Un agent des services secrets lui a tiré dessus à bout portant et l'a manqué. Il a tiré presque à bout portant, apparemment 4 fois, et il a raté. Il faut vraiment s'entraîner longtemps pour ne pas toucher sa cible. Après une brève agitation, environ 20 secondes plus tard, un cordon s'est formé autour du président. Trump et Vance, tous les deux, ainsi que la première dame, ont immédiatement été évacués de la salle. Pour aujourd'hui donc, nous savons déjà pas mal de choses sur le suspect. Son éducation, son manifeste, son itinéraire. Hier, on nous disait qu'il n'avait rien écrit, et aujourd'hui, voilà qu'un manifeste est apparu. Ses pensées. Une question se pose, bien plus gênante que de savoir qui il est, celui qui a fait cela. Et la question sans doute se formule ainsi. Qui l'a créé ? Restez avec nous, mesdames et messieurs, nous allons analyser cela en détail. Et c'est sans doute la question la plus importante. Mais avant de commencer, retenez un fait, que nous allons révéler un peu plus tard, vers le milieu. Cet homme n'a rien écrit d'extrémiste. Rien qui dépasse le cadre de la rhétorique démocratique habituelle. Elle peut sembler inhabituelle pour nous, mais dans leur camp, elle est tout à fait ordinaire. Il l'a prise au pied de la lettre. Et quand vous entendrez cela, vous aurez vraiment peur. Pas parce qu'il est fou, mais parce qu'il n'est pas fou. C'est un tueur ordinaire, calme, poli et gentil. Alors, Cole Thomas Allen, 31 ans, Torrance, c'est en Californie. Commençons par le tout début, car la biographie de cet homme n'est pas celle d'un terroriste, c'est celle d'un garçon du quartier. Son père, Thomas Allen, est ancien de l'église réformée protestante de Torrance. Une famille pieuse. Lorsque les journalistes sont venus à l'église le lendemain de l'attentat, des gardes se tenaient à l'entrée et n'ont pas laissé entrer la presse. Les fidèles entraient en silence, la tête baissée. Cole a grandi dans cette église, il y a été élevé. Durant ses études, il appartenait à la fraternité chrétienne Caltech Christian Fellowship. Sur sa page LinkedIn, il y a une photo en toge de diplômé, un sourire, une cravate et à côté une photo d'enfance. Un petit garçon tenant un lapin en peluche dans ses mains. Caltech n'est pas simplement une bonne université, c'est l'un des établissements techniques les plus exigeants au monde. Environ un candidat sur 100 y est admis. Il a été admis, a obtenu son diplôme d'ingénieur en mécanique, puis a poursuivi un master en informatique à l'Université d'État de Californie, qu'il vient tout juste de terminer en 1925. Parallèlement, il travaillait comme tuteur chez C2 Education, préparant des enfants à l'entrée à l'université. En décembre 1924, l'entreprise l'a nommé enseignant du mois. D'excellents retours. Il développait des jeux vidéo, juste pour le plaisir, et il a fait un stage à la NASA. Selon tous les critères, vraiment selon tous les critères, c'était un jeune homme brillant, intelligent, instruit et qui avait réussi. La seule action politique documentée de toute sa vie, c'est un don de $25 via ActBlue en soutien à Kamala Harris. Octobre 1924, $25. Moins qu'un dîner au café. Après la victoire de Thaïlande, Trump, aux élections de 1924, Allen a écrit sur son Twitter « La victoire de Trump, c'est comme si les nazis étaient arrivés au pouvoir. » Ce ne sont pas ses propres mots, mais ceux qu'il lisait chaque jour dans son fil d'actualité. Les dirigeants démocrates l'influençaient constamment. Il ne les a pas écrits. Ensuite, il a quitté X, là où la plupart de ses utilisateurs de gauche libérale sont partis après que Musk ait acheté Twitter. Voilà comment ça s'appelle. Là-bas, il a créé un compte, lisé, reposté et commenté. Les enquêteurs qui ont examiné son compte ont établi qu'il repostait littéralement tous les principaux hommes politiques démocrates. Eh bien là-bas, il y avait Raskin, un membre du Congrès, celui-là même qui, pendant des mois, a promu la version selon laquelle Trump serait lié à l'affaire Epstein et couvrirait personnellement la pédophilie. Et aussi Ocasio-Cortez, qui traitait Trump de fasciste. Son régime nazi. Les médias libéraux habituels,
qui disait en chaque jour que Trump tuait des gens en mer, affamait des enfants dans les camps de migrants, détruisait la démocratie. Haaland lisait cela tous les jours. Il ne se contentait pas de le lire, il y croyait, en tant qu'homme habitué à tirer des conclusions à partir des données. Voilà, il a reçu des données, il en a tiré une conclusion, et les données disaient « Devant toi se trouve un régime d'assassins. » Oui, il faisait partie du mouvement, donc les Wide Awakes. Eh bien, Wide Awake, les éveillés, disons en russe, c'est une organisation activiste de gauche libérale. Il a participé à l'action Pas de roi en Californie. Une protestation contre le fait que Trump voudrait soi-disant devenir roi, dictateur, tyran. Tous ces mots, tyran, fasciste, pédophile, traître, il les a entendus, pas de marginaux d'ailleurs. De la part de sénateurs, de membres du Congrès, d'auteurs de chroniques du New York Times. Et à un certain moment, on ne sait pas exactement quand, quelque chose a basculé dans sa tête. Il s'est passé dans sa tête exactement ce que les démocrates essayaient d'y provoquer. Oui, il en est venu à une conclusion simple. S'il y a un nazi devant toi, il faut l'arrêter. S'il y a devant toi un pédophile qui tue des enfants, il faut l'arrêter. Se taire, c'est devenir complice. Il a écrit cela dans son manifeste, littéralement. Détourner le regard quand quelqu'un d'autre est opprimé, ce n'est pas un comportement chrétien. Il avait aussi des racines chrétiennes et il en parlait, n'est-ce pas? C'est de la complicité dans les crimes. Ici, il faut s'arrêter et parler du manifeste plus en détail. Parce que c'est le document le plus important de toute l'affaire. Quelques minutes avant l'attaque, Alan l'a envoyé à ses 2 frères et à sa sœur. La sœur d'Abrianna Haaland vit à Rockville, dans l'État du Maryland. Le frère vit dans le Connecticut, le manifeste est signé. Un tueur fédéral sympathique. Un assassin fédéral sympathique. Ça sonne comme le titre d'un jeu vidéo. Peut-être que c'était le but. Peut-être qu'il a pété les plombs à force de jouer à un jeu vidéo. Il a commencé son manifeste par des excuses. Permettez-moi de commencer en présentant mes excuses à tous ceux dont j'ai trahi la confiance. Il a menti à ses parents en prétendant aller à un entretien d'embauche et à ses collègues et étudiants en invoquant une crise personnelle. Il a écrit là-bas « Au moment où vous lirez ceci, cela aura vraiment du sens, une excellente crise, mais en vérité, elle est auto-infligée. » C'est-à-dire qu'il a fantasmé sur sa propre attaque, ensuite s'était passé à l'action. Les cibles étaient des fonctionnaires de l'administration Trump, par ordre décroissant, donc selon leur poste. Du président jusqu'au plus subalterne, il a écrit qu'il ne voulait pas faire de mal à des personnes au hasard. C'est un humaniste. Voilà pourquoi il a opté pour un fusil de chasse à la chevrotine plutôt que des balles. Moins de pénétration des murs, car quelqu'un aurait pu être touché accidentellement. Avec des chevrotines, personne ne mourra. Seuls ceux présents dans la salle seront touchés. Il a écrit « De toute façon, je passerai à travers la plupart des gens ici pour atteindre mes cibles si cela s'avère absolument nécessaire. Eh bien, en gros, je tuerai en chemin tous ceux qu'il faut tuer en me basant sur le fait que la plupart des gens ont eux-mêmes choisi de venir écouter le discours d'un pédophile. Les violeurs et les traîtres sont ainsi des complices. » Voilà. Eh bien, j'espère vraiment qu'on n'en arrivera pas là. Ce sont ses mots. D'ailleurs, il espère aussi qu'il n'en arrivera pas là, qu'il ne tuera que le président. Enfin, peu importe, je ne comprends pas. Il a donc écrit en fait qu'il entend venger, n'est-ce pas? Pour une personne qui a été violée dans un camp de détention. Pour un pêcheur exécuté sans procès. C'est-à-dire, il faut vraiment croire à un truc pareil. Bon, d'accord. Un enfant tué dans une explosion à l'école. Oui, Trump est responsable de ça. Et il se venge pour cet enfant. Des enfants qu'on affame. Un adolescent violé par des criminels de cette administration. Tout cela, ce sont des récits politiques concrets qui ont été promus pendant des mois dans les médias démocrates. C'est exactement ce que le Parti démocrate a obligé ses journalistes, ses élus et autres chiens de garde à dire sur Trump. C'est précisément ce qui, chaque jour, sous forme de circulaire numérique, est envoyé depuis le centre du Parti démocrate à tous ceux qui sont payés comme propagandistes démocrates pour qu'ils le reproduisent. Allen n'a rien inventé de tout cela, aucune de ses affirmations répugnantes et sans fondement. Il les a simplement rassemblées en un seul endroit, dans une liste, et a décidé de se venger.
Un passage du manifeste est particulièrement amusant. Je n'avais jamais vu cela. Il a écrit une section séparée, objections et réfutations. C'est-à-dire qu'il a engagé un dialogue avec lui-même, il s'est disputé avec lui-même parce que d'un côté, il est chrétien et de l'autre, il va tuer. Donc d'un côté, il dit « ce n'est pas bien d'aller tuer, mais de l'autre, c'est nécessaire ». Pourquoi ? Donc c'est l'approche d'un maniaque face à un dilemme moral. Un autre détail du manifeste, que nous allons révéler tout de suite, car il est frappant. Il a écrit qu'il était stupéfait de voir à quel point l'hôtel était faiblement gardé. Les Iraniens, écrit-il, auraient pu entrer ici avec quelque chose de bien plus puissant, et personne n'aurait rien remarqué. Mais lui, il a fait passer un gros fusil démonté. Ils auraient pu transporter un obusier, une mine, des bombes, je ne sais pas, non ? Cet homme qui planifiait un attentat était lui-même stupéfait. Il était stupéfait par le niveau d'irresponsabilité. Eh bien là-bas, comme on dit, le niveau de sécurité, ou plutôt son absence. D'ailleurs, moi aussi, je suis complètement stupéfait qu'en plein conflit armé avec un État qui a déjà tenté plusieurs fois d'envoyer des tueurs ici pour assassiner le président, il soit apparemment si facile d'accéder au président. Oui, encore un point qui n'a pas de lien direct avec notre récit. Avant-hier, j'ai publié mon message vidéo, à l'attention des personnes vivant à Los Angeles. J'ai dit que j'aimerais rencontrer quelques-uns d'entre eux dans une ambiance détendue, aussi conviviale que possible, et discuter. Je ne voulais pas dire que j'irais chez eux. J'ai besoin de cela avant de commencer un nouveau projet que je réalise en plus de la chaîne principale que vous regardez en ce moment. J'ai dit que je ne voulais pas écrire de critères sur le type de personne que je recherche, mais qu'à la place, je poserai 2 questions auxquelles je demanderai de répondre par email. Je les ai aussi mises dans le premier commentaire sous la vidéo. Mesdames et messieurs, un immense merci. J'ai reçu plus de 60 réponses. Certaines étaient longues, courtes, d'autres aussi longues que la moitié du roman Guerre et paix de Tolstoï. Mais ce qui est le plus dommage, c'est que 58 d'entre elles venaient de personnes vivant en Israël, en Allemagne, au Kazakhstan et même en Australie. Et la plupart d'entre eux savaient qu'ils ne viendraient là pas à la rencontre amicale. Encore une fois, un immense merci. Merci à tous ceux qui ont écrit. Et encore une fois, je veux dire, sous cette vidéo, il y aura de nouveau un email et les questions auxquelles je vous demande de répondre. Mais si possible, s'il vous plaît, que seules les personnes qui se trouvent physiquement assez près de la ville de Los Angeles pour qu'il soit possible de fixer un rendez-vous pour réunir ce groupe répondent. Je propose de venir avec vos conjoints pour partager un moment autour d'une boisson. Une rencontre que j'essaierai de rendre intéressante pour vous et utile pour moi. Bon, et maintenant, revenons à nos chers tueurs. Nous arrivons au sujet que j'ai promis d'aborder et qui est sans doute l'aspect le plus scandaleux de toute cette histoire vraiment étonnante. Comment Allen s'est-il retrouvé dans cet hôtel ? Il a acheté un billet de train à Los Angeles, est allé jusqu'à Chicago, a pris une correspondance, est arrivé à Washington, est entré dans l'hôtel, c'est Washington. C'est l'un des hôtels les plus célèbres, je pense, de la capitale. C'est le lieu habituel du dîner de l'association des correspondants de la Maison-Blanche, et il y est resté trop longtemps. Vendredi 24 heures avant que le président des États-Unis, le vice-président et plein d'autres personnes ne doivent venir ici. Le voisin d'étage d'Allen, le rédacteur du Daily Beast, un certain Hugh Dougherty, a donné une interview à la presse le lendemain et a dit « Les gars, comment est-ce possible ? Comment quelqu'un a-t-il pu s'installer dans un hôtel avec un fusil à canon long démonté alors que le président devait y intervenir le lendemain ?» Et j'ai tout de suite dit « Je peux répondre à cette question maintenant. » Personne n'a même regardé mes bagages vendredi après-midi. Et son collègue, selon lui, est venu avec ses affaires en toute liberté à 17h le samedi, 3 heures avant le début du dîner et l'arrivée du président. Allen a transporté l'arme démontée et l'a assemblée dans sa chambre. Il a mis un gilet pare-balles et, à 20h36 samedi, il est sorti de sa chambre et descendu par l'escalier, précisément par l'escalier, les enquêteurs l'ont établi grâce aux enregistrements vidéo, et s'est précipité vers le poste de contrôle du Secret Service dans le hall. Trump l'a décrit le lendemain de la manière suivante. Il a commencé à courir à partir de 50 yards, il courait très vite. Et maintenant, la question principale. Tout l'Internet aujourd'hui se demande « Pourquoi le Secret Service ne l'a-t-il pas touché ?»
Franchement, vous imaginez ça? Selon CNN, qui cite des sources dans les forces de l'ordre, la situation était la suivante. Allen a tiré une fois, peut-être deux, et un agent du secret service a riposté 3 ou 4 fois, sans toucher sa cible une seule fois. Allen n'a pas été blessé par balle. Il a été conduit à l'hôpital pour un contrôle après son arrestation, conformément à la procédure. Une balle tirée par Allen a touché un agent, atteignant son gilet pare-balles, donc 4 tirs d'un agent professionnel chargé de la protection du président, et aucun n'a atteint sa cible. Comment peut-on expliquer cela? Peut-être qu'il a obtenu ce travail parce qu'il est un homme transgenre, amputé d'une jambe, d'origine africaine et alcoolique? Mais c'est vrai, sous Biden, il n'embauchait tant que des personnes comme ça, uniquement celles-là, n'est-ce pas? Chez nous, cela fait déjà 1 an qu'on aurait dû embaucher des gens normaux. Et pourquoi personne d'autre n'a tiré? Eh bien, sur la vidéo qu'on montre, il y avait au moins 3, 4, 5, peut-être 10 autres agents. Tous courent on ne sait où avec leurs pistolets. Reste une question. Pourquoi le président et le vice-président des États-Unis sont-ils ensemble et en dehors de la Maison-Blanche? J'ai l'impression que c'est interdit, sinon par la loi, du moins par une tradition non écrite et par les pratiques de sécurité. Et s'ils sont expérimentés, les 2 mourront. Le pays perdra immédiatement 2 responsables qui sont pratiquement irremplaçables. Le 3e président, le président de la Chambre des représentants, connaît bien moins les affaires que les 2 autres. Dans la pièce située juste au-dessus de la salle, d'après ce qu'on nous dit sur l'absence de contrôle de sécurité, une bombe aurait pu être placée. Nous aurions sans doute perdu tout notre gouvernement. Et même se débarrasser de plusieurs centaines de journalistes et de médias n'aurait pas compensé les dégâts qui auraient été causés. Que s'est-il donc passé? Eh bien, il y a plusieurs versions ici. La première version officielle. Oh, c'était le chaos là-bas. Quoi? Un espace clos, une cible en mouvement, le risque de toucher des personnes derrière l'assaillant, soi-disant dans de telles conditions, les ratés sont la norme. C'est une explication provisoire, inventée mais peu rassurante. Parce que les agents du service secret suivent une formation de plusieurs années précisément pour ce genre de scénario. Autrement dit, il s'est produit exactement ce pourquoi ils sont entraînés, et ils ont échoué. Deuxième version. Elle s'est déjà activement discutée dans les médias de droite, bien qu'elle n'ait été confirmée officiellement nulle part. Mais un ordre de tirer pour tuer a-t-il été donné? Ou bien les agents ont-ils reçu l'ordre d'arrêter, mais pas de tuer? C'est une question importante. Tirer pour arrêter ou neutraliser implique de viser différemment. Ici, les ratés ne viennent pas d'une mauvaise préparation, mais d'une mission différente. Nous l'ignorons, mais la question se pose. Troisième version. Une version complètement conspirationniste. Et nous allons le dire franchement, certains internautes écrivent déjà qu'Allen a été délibérément laissé en vie, parce que des suspects morts signifient la fin de l'enquête, alors qu'un suspect et le vivant, ce sont des mois d'audition et de bataille politique. C'est une version non confirmée. C'est ce dont les gens parlent, mais nous voulons que vous ayez une image complète. Si ce que nous faisons vous intéresse d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Cliquez sur la cloche si vous voulez recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos et surtout, écrivez dans les commentaires. Discutez entre vous, mesdames et messieurs, exprimez votre opinion. Nous lisons tout. Vos commentaires nous permettent de comprendre vos préoccupations, surprises et désaccords. C'est une discussion vivante. Même si je rappelle parfois ne pas répondre aux commentaires, c'est une discussion vivante à laquelle vous participez, contribuant à la création de nouvelles vidéos. Mais il y a encore quelque chose dont nous parlerons un peu plus près de la fin de la vidéo. L'un des principaux analystes juridiques américains est le professeur Jonathan Turley, et aujourd'hui il a dit quelque chose qui a fait taire beaucoup de gens. Il a souligné un lien dont personne ne veut parler à voix haute. Attendez, cela arrive. Revenons donc à la chronologie. Donc Avriane a lu le manifeste, elle a immédiatement appelé, et son frère dans le Connecticut a aussi appelé la police locale. La police a informé les services secrets, mais environ 10 minutes se sont écoulées entre l'envoi du manifeste et l'attaque. Il a envoyé le manifeste donc à ses 2 frères et à sa sœur, puis il est parti immédiatement. Et ce temps n'a pas suffi, si l'on peut dire, car quand ils ont commencé à prendre contact, c'était déjà en train de se produire. Avriana a ensuite raconté aux enquêteurs que son frère accomplissait depuis longtemps ce genre de choses radicales. Il faisait constamment des déclarations, disait toujours qu'il voulait faire quelque chose pour changer le monde.
C'est une bonne personne. Elle a aussi précisé qu'il avait acheté 2 pistolets et un fusil à pompe. Il les gardait chez ses parents sans qu'ils le sachent, les ayant cachés chez eux. Il se rendait souvent au stand de tir pour s'entraîner. Il s'entraînait méthodiquement, comme un vrai geek. Son jeu vidéo d'ailleurs, et ce sont des détails dont tout le monde parle en ce moment, s'appelait Boredom. L'un des tags. Sur Steam où il était vendu, c'était Enfer et Spool, ce qui veut dire bullet hell et shooter. Nous ne savons pas ce que cela dit sur sa psychologie, mais c'est un fait intéressant. Il a acheté les armes légalement, un fusil à pompe en août 25, un pistolet semi-automatique en 23. Peut-être qu'il n'a pas acheté ce dernier pour ça en 23. Tout a été fait par l'intermédiaire d'un magasin, tout est enregistré, pas un seul antécédent criminel dans sa biographie, aucune accusation, aucune amende. C'est quelqu'un d'absolument irréprochable. Maintenant, la réaction des médias de droite. C'est ici que ça devient le plus intéressant. Donc, Fox News, Twitch, Daily Wire, les podcasteurs de droite, ils ont tous fait la même chose. Ils ont ouvert les archives des tweets d'Allen et ont commencé à les comparer. À les comparer avec ce que disaient les principaux hommes politiques démocrates. Le résultat s'est avéré, et ce n'est pas une exagération, être une correspondance presque mot pour mot. Autrement dit, il n'avait aucune pensée propre. Il n'y avait pas de pensée. Il copiait les pensées des autres. Il était tellement conditionné qu'il prenait simplement, bêtement, et transposait. Il prenait et transposait. Trump, c'est Hitler. Alors, qui a dit ça? Alexandria Ocasio-Cortez. Donc, à plusieurs reprises. Allen a écrit « Trump est un pédophile lié à Epstein ». Qui a promu cela pendant des mois? Le député Jamie Raskin, publiquement, dans des déclarations officielles. Allen a écrit « Le régime de Trump tue des gens en mer, viole des migrants dans les camps, affame des enfants. » Et qui répétait cela tous les jours? Les médias démocrates habituels, CNN, MSNBC, le New York Times et ainsi de suite. Tous les jours. Les analystes de Fox ont posé la question directement. Quelle est la différence entre Allen et l'utilisateur moyen de ce Blue Sky, un genre de Twitter, où il a migré? La seule différence, soyons, c'est qu'il y a cru au point de partir avec un fusil à pompe. Le président du Comité national républicain, Joe Gruters, a publié une déclaration affirmant que la tentative d'assassinat d'hier contre le président Trump et les membres de son administration est le résultat inévitable de la radicalisation de la gauche qui a normalisé la violence politique. Les démocrates peuvent parler autant qu'ils veulent de leur seule action. Ils disent la vérité. Le professeur Terli, l'un des analystes juridiques les plus cités en Amérique et qu'il est difficile de qualifier de partisan, a écrit aujourd'hui quelque chose que nous vous avions promis de vous raconter. Il a indiqué un mécanisme précis. Le député Raskin a affirmé publiquement pendant des mois que Trump couvrait personnellement Epstein, que sa famille et son entourage étaient impliqués dans la pédophilie, que l'administration cachait intentionnellement les dossiers. Cela n'a pas été dit dans des médias marginaux. Cela a été dit dans des déclarations officielles d'un membre du Congrès. C'est exactement cela, ou presque mot pour mot, qui figure dans le manifeste d'Allen comme l'une des principales justifications de sa haine et de sa tentative d'attentat. Terli a posé la question. Y a-t-il une différence entre Trump pédophile comme rhétorique politique et Trump pédophile comme motif de meurtre? Si une personne entend la première affirmation assez souvent, elle en arrive inévitablement à la seconde. Et qu'ont dit les démocrates à ce sujet? Ils ont tous condamné la violence. C'est standard et prévisible. Mais quand les journalistes ont demandé pourquoi cette personne avait décidé de tuer le président, les problèmes ont commencé. Barack Obama a publié une déclaration appelant à rejeter la violence politique, et il a ajouté « Les motivations restent encore à déterminer. Comment les déterminer? Le manifeste a déjà été publié. Les motivations sont absolument claires. CNN a qualifié la réaction de Barack Obama de pondérée. La droite l'a qualifié de jeu de mots. ACO a écrit « Il n'y a pas de place pour la violence politique ». Tous se sont souvenus d'elle aussitôt. Toutes les déclarations précédentes qui appelaient à la violence politique. Raskin a marqué une pause. Raskin n'a aucun lien avec Ira et Volodya Raskin. Absolument aucun. Et qui renonce totalement à cette parenté.
D'autres démocrates se sont interrogés sur l'origine du financement du service secret pour la sécurité, abordant la question de la rhétorique. Le républicain James Comer, qui c'est le président du comité de surveillance du Congrès, a exigé un briefing immédiat du service secret et a indiqué que le département de la sécurité intérieure, y compris le service secret, n'est plus financé depuis 70 jours. Les démocrates au Congrès bloquent le financement. Il est temps d'arrêter de jouer. Vous voyez où cela mène ? Trump a donné 2 interviews sur Fox News et CBS dans l'émission 60 minutes. Dans l'interview sur Fox, Alan, il l'a qualifié de malade qui déteste les chrétiens. Il a dit « Quand tu lis son manifeste, tu comprends qu'il déteste les chrétiens. » C'est certain. Sa sœur ou son frère s'en est même plaint aux autorités. Lors de l'interview sur CBS, il y a eu un scandale. La présentatrice Norah O'Donnell a commencé à lire un extrait du manifeste où Trump et sont qualifiés de pédophiles et de violeurs. Eh bien, Trump l'a interrompu, bien sûr, et a dit « Vous êtes répugnante ». Il a qualifié l'interview de honteuse et a refusé de continuer dans ce format. Vance a appelé à une enquête systémique, des défaillances dans la sécurité. Le sénateur Tim Shea a annoncé un projet de loi pour construire une salle de bal présidentielle sur le terrain de la Maison-Blanche, mais les démocrates l'ont à nouveau bloqué. Trump répétait « On ne peut pas organiser ces événements hors de la Maison-Blanche, il faut les faire chez nous. Et personne ne demande d'argent à l'État. » Trump a trouvé des personnes prêtes à investir de l'argent et à construire, pour que leur nom y soit inscrit quelque part. D'ailleurs, Trump fait la promotion de ce projet depuis plusieurs mois déjà. Une salle sécurisée sous le contrôle des Secret Service, sans inconnus logés dans les chambres voisines. Les tribunaux bloquaient auparavant cette construction. Vous comprenez qui sont les juges. Maintenant, le vent politique a changé. Je ne pense pas que quelqu'un osera bloquer cela. La réaction internationale a été très intéressante. Les responsables iraniens sont restés silencieux. Les négociations diplomatiques forcées sont dans un état très vulnérable. Un certain nombre de médias de gauche européens, en revanche, ont réagi sans condamnation, sans compassion, sans émotion. Eh bien, c'est ainsi que sur plusieurs réseaux sociaux européens sont apparus des messages du genre « On peut le comprendre, oui, on peut le comprendre ». Ils ont vite supprimé ces messages, mais les captures d'écran sont restées. Passons maintenant à la théorie du complot. Nous le disons honnêtement, encore une fois, les Iraniens n'ont même rien dit. Mais les Français, les Allemands et les Anglais ont dit « on peut le comprendre ». D'accord. Ils commandent différentes versions, non confirmées, confirmées. Voilà, et je vous raconte les 2 versions. Il vaut mieux l'entendre de moi que de 200 personnes criant « oui, c'est comme ça, je vous le dis honnêtement, ceci est confirmé, ceci non ». La première coïncidence que je remarque parmi beaucoup d'autres, c'est que l'attentat a eu lieu précisément le jour où les négociations iraniennes sont arrivées dans une impasse. Donald Trump a annulé à la dernière minute la visite de la délégation à Islamabad. Le même jour, le ministre russe de la Défense Belousov est parti pour la Corée du Nord. 3 événements géopolitiques majeurs et une tentative d'assassinat en une journée. Coïncidence ? Je le pense. Mais les gens aiment, pour ainsi dire, oh, le deuxième. Allen a écrit dans son manifeste qu'il avait été frappé. Il est resté 24 heures à l'hôtel sans contrôle de ses bagages. Personne n'a vérifié sa chambre. Cela signifie que le Secret Service n'a soit pas vérifié la liste des résidents, soit il l'a vérifiée et n'ont rien trouvé. Avec toutes ces déclarations selon lesquelles il faut se débarrasser de Trump, que Trump est un pédophile. Non. Oui. Tu vis à 30 mètres de Trump, hein ? Il a acheté un fusil à pompe il y a 1 an, il a 2 pistolets détenus légalement, plus un autre. Il s'entraînait au stand de tir, faisait partie de groupes d'activistes, déclarait publiquement que la victoire de Trump était l'arrivée des nazis. Et son nom n'est apparu dans aucune base de données. Ou peut-être que si. Le FBI dispose d'outils pour surveiller les réseaux sociaux. Ils auraient dû fonctionner. Pourquoi n'ont-ils pas fonctionné ? Est-ce à cause de mauvais systèmes ou bien quelqu'un ne voulait-il pas qu'ils fonctionnent ? La 3e option. Cela semble fou, mais il faut le dire. Un certain nombre de personnes se demandent « Allen ne faisait-il pas partie d'une structure plus large qu'il a simplement utilisée comme un loup solitaire ?» Sa méthodicité d'ingénieur, sa connaissance des vulnérabilités de la cible, il a dit que les Iraniens pouvaient en venir avec n'importe quoi. Sa volonté de mourir,
N'est-ce pas le comportement d'une personne qui aurait été préparée par quelqu'un? Ou est-ce simplement une personne très radicalisée, naïve et solitaire? Nous ne savons pas. L'enquête est en cours, et vous, qu'en pensez-vous d'ailleurs à ce sujet? N'hésitez pas à écrire dans les commentaires, c'est important. Que va-t-il se passer ensuite? Allen est déjà inculpé. Usage d'armes à feu, crime, commission d'un acte violent. Agression contre un officier fédéral avec une arme dangereuse, et surtout nos tentatives d'assassinat du président. C'est la prison à vie. Les audiences sont commencées lundi. L'enquête sera longue. Le Secret Service passe en mode d'audit interne. Le directeur Sean Caron a déjà déclaré que le système de protection à plusieurs niveaux a fonctionné, eh bien, en considérant que le président est en vie. Mais cette formulation semble tirée par les cheveux, quand un homme avec un fusil à pompe a vécu dans cet hôtel pendant une journée. La Maison-Blanche organise une réunion d'urgence sur la sécurité des grands événements présidentiels. La salle de bal de la Maison-Blanche devient la priorité principale. Et voici ce qu'il est important de comprendre au final. Cool Allen n'est pas un monstre venu d'un autre monde. Il est le produit de notre monde. Un monde où des politiciens ordinaires prononcent des paroles insensées. Un monde où les mots fascistes, pédophiles, traîtres ne sont plus des accusations. Troisièmement, qui nécessitent non des preuves, mais simplement des outils rhétoriques dans la lutte pour les voix, ce qui me frappe personnellement. Un monde où une personne intelligente, instruite, globalement normale, peut prendre ces mots pour argent comptant et en tirer une conclusion logique. Le mal doit être détruit. Cela ne signifie pas que les démocrates sont coupables, quoique cela signifie que les démocrates sont coupables. La rhétorique en elle-même n'est pas coupable. Cela signifie que les mots ont des conséquences. Il y a des gens qui écoutent, qui réfléchissent, qui sont influencés et qui décident de régler eux-mêmes ce problème. Et c'est là que se trouve la conclusion. Parce que nous ne voulons pas finir sur la peur. Regardez ce qui s'est passé cette nuit-là sous un autre angle. Un agent des services secrets s'est interposé entre l'homme armé d'un fusil à pompe et le président. Il a pris une balle dans le gilet, heureusement, et a résisté. Le frère d'Allen a lu le manifeste et a immédiatement appelé la police. Même si c'était son propre frère. Sa sœur, sachant qu'il possédait des armes et connaissant ses propos, a fait part de ses inquiétudes aux autorités. Le système, malgré tous ses échecs aux frontières lointaines, ne s'est pas effondré au moment crucial. Et en réalité, c'est ça, l'Amérique. Pas celle des manifestes, pas celle des tweets, mais celle des actes. Quand tout va de travers et qu'il faut faire un choix sur le champ. L'Amérique a survécu à l'assassinat de Lincoln, à l'assassinat de Kennedy, au Watergate, aux manifestations contre la guerre du Vietnam, aux émeutes raciales, aux crises économiques. Le 11 septembre. Chaque fois, il semblait que le pays s'effondrait, mais à chaque fois, il y avait des gens qui faisaient le bon choix au bon moment, et le pays avançait. Le pays n'a pas basculé vers la dictature du prolétariat, ou par exemple vers la tyrannie. Nous vivons à une époque où l'information circule plus vite que le cerveau humain n'a le temps de la traiter. Quand la rhétorique atteint des températures que les esprits les plus vulnérables ne peuvent supporter. Et c'est là le problème. C'est un problème sérieux. Mais on peut la résoudre non pas par des interdictions et la censure, mais par la responsabilité. La responsabilité des politiciens pour leurs paroles. La responsabilité des médias quant aux récits qu'ils diffusent. Notre responsabilité individuelle pour nos paroles et nos croyances. Ce pays a un avenir, un bel avenir. Parce que même pendant la nuit la plus sombre, il y a des gens qui font ce qu'il faut. L'agent en gilet, le frère au téléphone, la sœur à qui je n'ai pas tu le secret. Ce sont ces personnes qui tiennent tout en place. Et c'est précisément pour cela que, quoi qu'il arrive, tout ira bien. Et dans ma tête, je n'ai tiré qu'une seule conclusion. Il est temps de traduire en justice et de punir sévèrement ceux qui traitent leurs opposants de pédophiles, de fascistes, de meurtriers et qui déversent sur eux des torrents de mensonges non fondés. Et de les juger. Les juger et les punir, notamment par une amende. Enfin, par le dollar, oui. Et deuxièmement, les punir par une peine de prison sérieuse, si possible en Sibérie ou à la Kolyma. Nous sommes même prêts à payer à la Fédération de Russie les frais de leur détention. C'est tout. À la prochaine.